C'est une lutte sociale qui a permis d'imposer la mécanisation des accès. Bienvenue dans Métropolitique, le podcast qui transporte au cœur des réseaux ferroviaires et vulgarise les transports urbains sans jamais oublier leur dimension politique et leur impact sur la vie quotidienne des citoyens. Je serai accompagné par Michel, ingénieur dans le domaine des transports avec plus de 40 années d'expérience. Il y a une désacralisation totale du risque d'aller sur la voie avec le troisième rail qui est en 750 volts, etc. et la circulation des trains. Il a travaillé entre autres sur le tunnel sous la Manche, le métro de Dubaï et le tramway de Bucarest. La sécurité, elle est essentiellement dictée par des normes. Véritable passionné et expert du transport ferroviaire, il a transmis ses connaissances à l'University College of London, à l'École des Ponts et désormais dans Métropolitique. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode bonus. L'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir mettre la ligne au plus près du stade. Il y a eu un projet avec un viaduc qui passait devant l'Opéra Garnier et qui coupait la perspective au-delà de 4 personnes par mètre carré. Alors, je vous invite à dessiner 1 mètre carré dans l'angle d'une pièce chez vous et d'inviter 3 de vos amis à vous rejoindre. Aujourd'hui, c'est un épisode bonus où nous allons répondre à des questions que les auditeurs nous ont envoyées. Chacune des questions pourrait en soi faire l'objet d'un épisode ultérieurement, mais là, aujourd'hui, on a décidé qu'on y répondrait de façon succincte, mais précise. Quelle est la vitesse moyenne, donc commerciale, d'un tramway ou d'un métro ? Alors, avant de donner un chiffre, il faut bien préciser ce qu'on entend par vitesse moyenne ou vitesse commerciale. C'est pas la même chose. La vitesse commerciale, c'est celle qui est vue, expérimentée par le voyageur entre son point d'entrée sur le réseau, sur la ligne, et son point de sortie. C'est-à-dire que ça prend en compte la distance qu'il aura parcourue avec une vitesse physique qu'on peut appeler moyenne de circulation du train, mais qui prend en compte les arrêts en station, ce qui fait que ça rallonge du temps. Donc la vitesse commerciale, c'est la vitesse vue par l'utilisateur. Alors maintenant, on va donner le chiffre, puisque la question était là. Cette vitesse, elle dépend davantage de la longueur de la distance entre les stations que de la vitesse maximale. Alors, c'est un peu paradoxal, bien évidemment, la vitesse maximale influe, mais quand on est sur un réseau de métro, les stations sont plutôt rapprochées. Pour mémoire, la distance moyenne entre 2 stations à Paris est de 450 mètres, c'est une moyenne. Quand on parle de tramway, on va être à peu près également de l'ordre de 400 mètres. Lors de la construction d'un métro plus moderne, plus récent, comme la ligne 14, la distance moyenne entre les stations est plutôt de l'ordre du kilomètre. Et donc, c'est cette distance moyenne qui va déterminer la vitesse commerciale parce qu'elle va plafonner la vitesse max que l'on peut atteindre entre 2 stations. Et cette vitesse max, elle est plafonnée parce qu'il faut décélérer. Et donc, comme on veut pas secouer les passagers, c'est-à-dire leur infliger une accélération constante et puis de brutalement passer d'une phase d'accélération à une phase de décélération pour atteindre le point d'arrêt, eh bien on limite la vitesse et ce qui fait que sur une interstation d'une distance donnée, on ne pourra pas atteindre la vitesse max théorique que le matériel roulant permettrait. Après cette longue explication, on constate des vitesses commerciales de l'ordre de 24 km/h sur la ligne 1, par exemple, mais de au moins 40 km/h sur la ligne 14, ce qui reflète bien la différence de distance moyenne entre 2 stations, entre ces 2 lignes. En tramway, on est beaucoup plus sujet aux aléas de la circulation, donc les intersections routières. Et là, l'interstation, elle joue, mais elle joue encore moins puisqu'elle est pondérée par ces aléas de croisement. Et donc, on est heureux quand on conçoit un tramway et qu'on peut dépasser les 20 km/h de vitesse commerciale. Et bien souvent, et c'est le cas sur des lignes parisiennes, en particulier sur T3, où on est autour de 17 km/h. Et là, la bataille, elle peut paraître ridicule pour les non-initiés. Gagner 1 km/h, c'est un grand succès. Passer de 17 à 18, ça veut dire qu'on aurait fait un certain nombre d'interventions au niveau des synchronisations, des feux de carrefour, etc.
Donc ce sont des vitesses pas très spectaculaires, mais il faut les rapporter au nombre de personnes que l'on transporte. Et à ce moment-là, on pourrait trouver d'autres indicateurs de performance qui combineraient et cette vitesse commerciale et le nombre de personnes que l'on transporte et qui mettraient de nouveau le métro ou même le tramway bien loin devant l'efficacité de mobilité d'une voiture, par exemple. Passons à la thématique des lignes en fourche. En quoi sont-elles problématiques ? Alors la ligne en fourche, il faut distinguer si on parle de métro ou de tramway. Donc je vais déjà traiter le cas du métro. La ligne en fourche, elle est souvent le reflet d'une difficulté de décision de la part des décideurs, des pouvoirs publics, des autorités organisatrices. C'est-à-dire que, cédant à la pression d'un pouvoir politique local qui veut être desservi par le métro, alors qu'il n'est pas exactement sur la ligne de désir principale, sur la ligne de chalandise principale, alors on va lui faire une branche. Comme ça, on va satisfaire ses électeurs. Bon, voilà, on les a repensés. Le choix de faire une ligne en fourche est rarement, j'ai envie de dire jamais, le choix du planificateur. Le planificateur, lui, il va trouver une origine, une destination, et il va concevoir un axe lourd entre ces deux points. Alors pourquoi est-ce que c'est problématique ? Souvent, on voit les lignes sur une carte dessinées avec un seul fil, monofilaire. Et donc, on ne se pose pas la question de voie 1, voie 2. Une ligne de métro, c'est 2 voies. Donc, au moment de la bifurcation, on a 2 voies qui partent à droite et 2 voies qui partent à gauche. Ou dans l'autre sens, on a 2 voies d'un côté et 2 voies de l'autre qui se réunissent vers 2 voies uniques. Vous voyez bien, là, ça devient un petit peu plus compliqué au niveau du dessin. Maintenant, mettons-nous sur la voie principale, le corps principal. Dans le sens de la divergence, c'est-à-dire quand on va quitter le tronçon commun pour s'en aller vers les fourches, ça se passe à peu près bien. Le à peu près étant limité au fait qu'on peut quand même avoir un cisaillement, c'est-à-dire que la voie, les trains qui vont, disons, aller à gauche, pour parler simplement, il va falloir qu'ils cisaillent les trains qui continueraient dans la direction principale. Ou alors, il va falloir faire un saut de mouton, un passage inférieur. Quand on est en tunnel, ce sont des gros travaux. Bon, néanmoins, à la divergence, ça se passe à peu près bien. Mais maintenant, voyons ce qui se passe à la convergence. À la convergence, on a des trains qui arrivent des 2 extrémités de la fourche, avec normalement un intervalle régulier, contrôlé, régulé, mais ça c'est la théorie. Dans la pratique, c'est jamais pile poil à la seconde près. C'est-à-dire que si on veut reconstituer un intervalle régulier sur le tronçon commun, il faudrait que les trains qui arrivent sur chacune des 2 branches arrivent exactement à l'heure programmée. Ça n'arrive jamais. Et ça n'arrive tellement jamais qu'on peut même avoir des gros écarts. Et là, la difficulté est de reconstituer un carrousel avec un intervalle régulier sur le tronçon principal. Et de nouveau, dans ce sens de la convergence, on a les problèmes de cisaillement, c'est-à-dire d'une voie qui va couper l'autre pour permettre aux trains de reprendre leur position sur le tronçon central. C'est donc une complexité d'exploitation qui n'a pas de solution. Même les automatismes, on pourrait dire, on n'a qu'à mettre un CBTC, puisque c'est le terme consacré, qui est un automatisme de conduite et qui enlève l'aléa de la réaction du conducteur ou du régulateur et tout va se passer tout seul, parfaitement. Eh bien non, ça marche pas non plus parce que il reste des aléas techniques qu'on ne peut pas éliminer. Donc c'est la fausse bonne idée, c'est très joli sur une carte, ça fait plaisir aux élus locaux, aux décideurs, mais dans la pratique, c'est vraiment peu efficace et c'est ce qui va limiter la capacité de la ligne, ce qui est quand même dommage vu le prix d'une ligne de métro. Maintenant, si on parle de tramway, la situation est un peu différente. La performance d'un tramway, en termes de capacité, de vitesse, d'intervalle, n'a rien à voir avec celle d'un métro. La culture tramway fait que l'on conçoit des infrastructures, c'est-à-dire des voies, en réseau avec des fourches, de sorte que les itinéraires, l'origine, destination, sont déconnecté de la voie physique. Alors je m'explique. Imaginons un tronçon central qui va être commun à plusieurs lignes. À chaque extrémité de ce tronçon commun, on va simuler une fourche, pour faire simple, et on va imaginer des tramways qui partent d'une fourche sur l'extrémité ouest, disons, qui empruntent le tronçon central et qui vont filer sur la partie nord, sur la fourche nord à l'extrémité est. Et inversement pour l'autre fourche et l'autre extrémité. Donc il va y avoir une conjonction de rames de tramway sur le tronçon central et là aussi on va subir
les aléas, les retards et la reconstitution d'un intervalle régulier va être difficile sur le tronçon central. Mais on s'en accommode. On s'en accommode parce qu'il y a d'autres aléas que j'ai évoqués précédemment, qui sont les conflits avec les traversées routières, qui font que, KO pour KO, eh bien, on arrive en tramway, en circulation de surface, à reconstituer un intervalle acceptable, avec une régularité acceptable, malgré ces difficultés d'exploiter des lignes en fourche. Donc, ce qui n'est pas souhaitable pour le métro, où on cherche une efficacité maximale vu le rapporté au coût des investissements, devient acceptable en tramway. Alors c'est probablement cette apparente contradiction qui fait qu'on a régulièrement des décideurs qui aimeraient bien avoir des fourches sur leur métro. D'accord, donc là se pose la question du prix. Quel est le prix d'une rame de métro et le coût de construction d'une ligne de métro ? Alors là, sujet sensible, puisque on parle donc de projet. Un projet, c'est quelque chose d'unique, qui a un début, une fin. Hein, voilà. Donc, et derrière ce début et cette fin, il y a un contexte de construction qui est unique. Une ligne de métro construite ici ne présentera pas les mêmes difficultés de construction qu'une ligne de métro construite là. Néanmoins, si on respecte un environnement connu et maîtrisé, disons celui d'un pays où on connaît les contraintes économiques, le coût du travail, on sait ce qu'on importe et ce qu'on n'importe pas, etc. On arrive à établir des moyennes qui sont raisonnablement significatives. Alors maintenant, je vais me lancer, mais ça c'est toujours c'est un exercice périlleux. Donc les chiffres que je vais donner sont à prendre d'une manière assez relative, mais ils donnent une idée de l'ampleur des investissements. C'est plutôt ça qu'il faudra retenir. Allons-y, je me lance. Une ligne de métro souterraine dans une capitale dense avec du bâti dense en surface et sensible, historique, avec un réseau d'égouts qui fait qu'il va falloir aller très profond et de plus en plus profond pour construire une nouvelle ligne de métro qui va passer sous les lignes existantes. Et plus on est profond, c'est les stations aussi qui sont profondes. Donc les accès aux stations, ça va être des puits de plus en plus profonds. Eh bien, une fois qu'on a dit tout ça, mis bout à bout, on arrive facilement à 170 à 200 millions d'euros du kilomètre construit. Ce chiffre prend en compte l'ouvrage, c'est-à-dire le tunnel, les ouvrages de ventilation, les stations, les accès aux stations, mais aussi, c'est un chiffre moyenné, donc il prend en compte la construction d'un atelier dépôt pour le remisage, et il intègre les trains. Leur nombre est proportionnel à la longueur de la ligne. Donc, ce 170 à 200 millions d'euros du kilomètre sera forcément pondéré au cas par cette longueur de ligne, puisque ça va agir beaucoup sur le nombre de trains. Intéressons-nous maintenant au tramway, où on est dans un contexte où on est exclusivement en surface, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se préoccuper du sous-sol profond. On a juste à se préoccuper de la surface, c'est-à-dire on va être amené à excaver sur 1 mètre ou 70 centimètres la chaussée. On va y rencontrer des multitubulaires, des réseaux existants, donc il va y avoir des déviations de réseaux plus ou moins complexes. Bref, la complexité de construction se limite à ça, entre guillemets. Donc, en France, je dis bien en France, des statistiques récentes sur les coûts de construction de tramway ont montré une amplitude qui varie d'une vingtaine de millions d'euros du kilomètre, avec une façon d'établir ce chiffre qui est très discutable de la part de la municipalité qui a livré ce chiffre, jusqu'à 50 et même 80 millions du kilomètre. Alors ça peut paraître énorme, la fourchette est énorme, elle s'explique de la façon suivante, c'est que à la fois le 20 millions d'euros du kilomètre, il est très sous-estimé parce qu'une partie des frais ont été pris par la municipalité, en gros une partie des frais de voirie n'ont pas été intégrés dans les coûts de construction du tramway, ce qui permet de ne regarder que l'os et pas le gras qu'il y a autour. Tandis que quand on monte à 50 voire 80 millions du kilomètre, c'est une opération de réhabilitation urbaine profonde que l'on nomme de façade à façade. Imaginez les boulevards des Maréchaux sur lesquels se déroule désormais le T3 parisien. Façade à façade, on est à 50, 60 mètres, voire plus. Et entre ces deux façades, on va refaire le
revêtement des trottoirs, le mobilier urbain, on va couper des arbres et en replanter, on va remplacer les candélabres, éventuellement les abris de bus qui sont aussi sur le parcours, et avant même de construire la ligne elle-même de tramway. Et donc on peut arriver à des chiffres qui sont couramment autour et voire au-dessus de 50 millions d'euros du kilomètre. Est-ce que c'est en partie à cause de ces coûts élevés que des lignes aériennes existent ? La ligne aérienne, elle répond à un souci d'insertion. L'insertion, c'est comment est-ce que je peux faire passer une voie ferrée en ville. Quand le sous-sol est encombré, alors il est encombré par ce qui existe, c'est-à-dire des égouts, des lignes existantes, un fleuve à traverser, etc. On peut imaginer l'option de passer en surface. Alors en surface, au niveau de la route, le métro va être embêté comme un tramway pour les circulations. Donc à ce moment-là, on va le mettre en viaduc. Donc le viaduc est effectivement moins coûteux qu'un tunnel. Et si on devait imaginer une ligne de bout en bout en viaduc, au lieu des 170 à 200 millions d'euros du kilomètre, on pourrait probablement être en dessous de 100 millions du kilomètre. Tout dépend des conditions de réalisation. Si on réfléchit à des métros qui ont été construits en viaduc, on peut penser au métro de Bogota. Originellement, il avait été étudié pendant de nombreuses années comme un métro en tunnel souterrain. Et puis, dans la dernière ligne droite de la décision pour construire, pour lancer le projet, la municipalité a souhaité faire des économies face au montant que je viens d'indiquer des coûts de construction. C'est compréhensible. Et donc, l'idée a été de passer l'entièreté du tracé souterrain en viaduc, avec probablement des économies que certaines ingénieries flatteuses avaient brandies. La réalité est tenace. Quand on a fait les sondages géologiques pour voir comment appuyer les piles du viaduc, il s'est avéré que le sous-sol était très problématique. Il y avait 3 catégories de sol, avec des difficultés distinctes qui, de toute façon, nécessitaient de foncer des pieux à 50 ou 60 mètres de profondeur pour trouver suffisamment de résistance pour que le viaduc reste à l'horizontale, pour qu'il ne s'enfonce pas, pour parler simplement. Donc, bien sûr, ça a quand même coûté moins cher qu'un tunnel, mais les économies ont été beaucoup moins importantes que prévu. Après ce détour par Bogota, revenons en Europe et les pieds sur terre. Pourquoi Paris a dû attendre 40 ans après Londres pour avoir son métro ? Alors, on pourrait répondre à la question, comment se fait-il que Londres a eu un métro aussi rapidement ? On est au cœur du 19e siècle, c'est l'explosion technologique de l'Angleterre qui l'amène en tête de toutes les nations en termes de développement technologique, les mines en particulier. Donc ils avaient toute la technologie pour creuser. Ils maîtrisaient parfaitement le creusement des tunnels, ainsi que les machines à vapeur. Le chemin de fer à vapeur s'est développé à ce moment-là en Angleterre. Et donc ils se sont lancés avec un volontarisme qui était le reflet de la prospérité du pays. Ça coûtait cher, mais on pouvait le faire. Ils l'ont fait, avec quand même la première ligne qui était en traction vapeur. Imaginez un tunnel avec des locomotives à vapeur, avec des puits de ventilation de temps en temps. Donc, bien sûr, ils étaient les premiers. C'était peut-être pas les solutions durables les préférables qu'ils ont choisies. En 1860, Paris est en pleine révolution haussmannienne. On est sous Napoléon III. Haussmann ouvre des avenues. Haussmann complète le réseau d'égouts. Donc effectivement, ça se passe sous terre, mais créer un métro en même temps de ces grands travaux passait pour secondaire. Néanmoins, Paris ne restait pas inerte. Entre 1860 et 1898, date de la décision de construire le métro, il y a eu des dizaines de projets, plus ou moins sérieux, plus ou moins farfelus, certains émanant de la ville de Paris, qui était très regardante sur les conditions de réalisation et le résultat final par rapport à l'urbanisme et à l'esthétique de la ville. Il y a des projets farfelus qui, par exemple, envisageaient de faire passer le métro dans les égouts la journée et de restituer les égouts pour les eaux usées la nuit et le matin, avant d'envoyer le métro, un bon petit coup de ventilation là-dedans et on assainissait tout. Donc ça n'a pas été fait comme ça, bien heureusement. Et il y a eu un projet avec un
viaducs qui passaient devant l'Opéra Garnier et qui coupaient la perspective. Ouais, on a eu un peu de tout. Et finalement, ces années de tergiversation, elles ont permis d'arriver à l'aube du XXe siècle avec des solutions techniques qui étaient le reflet de la modernité de l'époque. En gros, on pouvait faire plus moderne, plus efficace que si on l'avait construit en 1860, ce métro. Et c'est vrai en particulier pour ce qui est du diamètre du tunnel. Le métro de Londres s'appelle le Tube. Quand on voit la rame de métro s'engager dans le tunnel, quand on est sur le quai d'une station, il y a quelques centimètres entre la paroi du tunnel et la voiture de métro. Les portes en partie haute des rames de métro sont inclinées pour suivre la forme, le gabarit du métro. Enfin, on est au chausse-pied. Et le métro de Londres souffre depuis cette époque d'une limitation de gabarit qui était dictée par les moyens de creusement de l'époque. Quand Paris s'est lancé, on a pris un gabarit de rame plus grand et qui fait que même si aujourd'hui il peut paraître un peu limité, n'en est pas moins plus confortable que le gabarit londonien. Et c'est ainsi que on arrive en 1900 avec une exposition universelle, avec une première ligne de métro qui est la ligne 1, puisque les numéros correspondent grosso modo à la chronologie de construction, avec un gabarit qui est encore celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire des rames qui font 2,45 m de large, et la longueur à l'époque était 75 mètres, aujourd'hui on est plutôt à 90 mètres, mais on n'a quasiment pas varié de gabarit, qui comporte encore une fois ses limites, mais qui est plus confortable que le gabarit londonien. Quelles sont les capacités en termes de nombre de passagers transportés par heure et par direction pour les métros, les tramways, les RER classiques aujourd'hui? Donc là, on est sur un des critères de choix modal. Le choix modal, c'est par rapport à une perspective de mobilité, de demande, qu'est-ce que je vais mettre en face? Est-ce que je vais mettre un métro, un tramway, un RER, effectivement? Et un des éléments de réponse à cette question, c'est effectivement la capacité brute, technique, d'emport d'un mode de transport par rapport à un autre. Cette capacité, avant de donner des chiffres, elle est la fonction, donc, encore une fois, de la distance entre les stations, laquelle va influer directement sur la vitesse commerciale et également sur l'intervalle, et donc sur le nombre de rames qu'on peut envoyer en une heure sur une ligne donnée. Ça, c'est vrai pour tous les modes. Une fois qu'on a dit ça, on peut donner quelques chiffres. On arrive sur la ligne 1 et sur la ligne 4 à Paris aux alentours de 24 000, 25 000 personnes par heure et par direction, avec un confort à l'hyperpointe. Ça, c'est une capacité à la pointe, ou l'hyperpointe. On est au-delà de 4 personnes par mètre carré. Alors, je vous invite à dessiner 1 mètre carré dans l'angle d'une pièce chez vous et d'inviter 3 de vos amis à vous rejoindre sur ce carré dessiné, et vous verrez d'une façon statique, on n'est pas dans le métro, on est tranquille à la maison, le reflet du confort offert. On accepte jusqu'à 6 personnes au mètre carré à l'hyperpointe, dans le quart d'heure d'hyperpointe. Voilà comment ces chiffres sont à interpréter. Si on va sur la ligne 14, qui va plus vite qu'à des interstations plus longues, je me répète, mais c'est fondamental, on atteint 40 000 personnes par heure et par direction, ce qui est spectaculaire, alors qu'on est encore en métro. Tandis que pour le RER, la fourchette basse de la capacité d'un RER dans l'architecture parisienne, c'est-à-dire qu'avec une interstation qui est plus longue, etc., avec un gabarit qui est plus large, la fourchette basse commence à peu près à 40 000 personnes par heure et par direction, mais on est monté sur la ligne A, avant la construction de la ligne 14 et avant l'extension de la ligne 1 à la Défense, où tout le trafic allant vers la Défense se concentrait sur la ligne A, on est arrivé à plus de 60 000 personnes par heure et par direction, avec des conditions de confort qui étaient des conditions d'inconfort. On a vu des lignes en Asie, des lignes de métro, qui flirtaient avec les 70 000 personnes par heure et par direction, avec des rames plus longues, avec des rames qui étaient à 150 mètres ou 180 mètres, avec une largeur plus large que celle de Paris, Paris 2,45 pour le métro, et ces métros asiatiques étaient plutôt de l'ordre de 2,80 m. Donc voilà les ordres de grandeur. Si on pense au tramway,
Là, on est beaucoup plus faible. Bon, intuitivement, tout le monde l'aura pressenti. Et donc, la fourchette de pertinence du tramway, elle se situe entre 4000 et 8000 personnes par heure par direction. 8000 personnes par heure par direction en tramway, c'est vraiment un maximum. Je précise que la notion de choix modal fera l'objet d'un épisode entier. Une question qui revient souvent, quel est l'intérêt pour l'usager des portes palières ? Le premier intérêt, il est autant pour l'usager que pour l'exploitant. Donc, intéressons-nous d'abord à l'usager. Être sur un quai bondé, avec des trains qui arrivent à pleine vitesse en station, on vit ça, on expérimente ça depuis des dizaines d'années, soit. Mais avec peut-être un sentiment d'insécurité qui croît avec cette foule qui est de plus en plus pressante. On a aussi des chutes accidentelles. Et puis, on a aussi des chutes mal intentionnées, c'est-à-dire des pousseurs. On a eu des atteintes à la sécurité des personnes par des individus malveillants qui ont poussé des passagers sur les voies. Donc, la construction de portes palières va éliminer ce risque-là en mettant donc une séparation physique entre le quai et la fosse des voies. Maintenant, vu de l'exploitant, c'est un facteur d'augmentation de la régularité par la disparition des intrusions à la voie. Donc, les intrusions à la voie, on les a déjà évoquées, elles sont de plusieurs ordres. 1, les actes criminels. 2, les risques en cas d'une foule qui arriverait à bousculer un passager au bord du quai et qui finirait par tomber sur la voie. Et puis, le plus fréquent, c'est les intrusions à la voie par des individus qui ont trouvé que le tunnel était un échappatoire intéressant quand ils étaient poursuivis par les forces de l'ordre, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une désacralisation totale du risque d'aller sur la voie, avec le troisième rail qui est en 750 volts, etc., et la circulation des trains. Ce risque est totalement désacralisé et on a systématiquement, dans la plupart des villes où il y a des métros, des intrusions à la voie qui sont la cause d'arrêt d'exploitation, puisque quand un individu est signalé à la voie, eh bien, les consignes de sécurité consistent à arrêter les trains, couper l'énergie électrique, et avant de remettre les trains en circulation, donc de les réalimenter, il faut s'assurer qu'il n'y a personne. Donc il faut envoyer des agents à pied d'œuvre, s'assurer que la voie est libre. Et à chaque fois, c'est des minutes, des heures de perdu, et c'est du manque à transporter, c'est du manque à gagner, c'est de l'inconfort pour les gens qui attendent la reprise du service. Et les portes palières sont le facteur, sont le moyen technique d'augmenter d'une manière spectaculaire la régularité et la sécurité. Alors, une question plus personnelle. J'ai toujours été impressionné de voir la gestion efficace de la sortie du public du Stade de France, donc 80 000 personnes quand il est plein, vers les différentes lignes de métro et de RER. Comment ça s'organise ? La clé de l'organisation, c'est la planification. La planification, c'est où est-ce que je fais passer mes lignes de transport par rapport à un pôle d'attractivité majeur comme un stade. L'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir mettre la ligne au plus près, ou les lignes au plus près du stade. Parce qu'à ce moment-là, on va avoir les flux qui sortent dès le coup de sifflet final et qui vont essayer coûte que coûte de prendre les premières rames qui se présentent. Donc la bonne politique, la bonne planification consiste à éloigner soit le stade des lignes, soit les lignes du stade, selon l'ordre dans lequel cela se construit. Et une bonne distance, c'est 300, 400 mètres. Parce que, naturellement, les spectateurs qui sont des piétons vont cheminer à des vitesses différentes, pas très élevées, et donc cela va échelonner, ça va créer un ruban humain sur là où les lignes qui desservent le stade, et de façon à dissiper l'affluence. Et c'est ainsi que autour du Stade de France, on a 3 lignes, la ligne 13, on a 2 lignes de RER qui sont à des distances à peu près comme celles que j'ai indiquées. Et finalement, c'est cet éloignement qui échelonne naturellement l'affluence. Alors on a quand même une période d'affluence, mais on arrive avec une bonne intelligence avec l'exploitant à envoyer davantage de rames au moment de la sortie
du stade. Donc là, on parle pour le Stade de France, ce sont des lignes, les 3 lignes que j'ai citées sont des lignes avec conducteur. Mais si on pense à Bercy, où on a une ligne automatique, eh bien là, envoyer davantage de rames au moment de la sortie se fait avec uniquement des moyens techniques et pas des moyens humains, puisqu'on n'a pas besoin de conducteurs. Et là aussi, une bonne entente, une bonne intelligence entre les exploitants du stade et les exploitants du système de transport vont permettre de renforcer l'offre au moment de la sortie. Voilà comment on y arrive. Alors tout n'est toujours pas aussi idyllique, mais voilà la bonne pratique, la bonne philosophie. Comment est-on arrivé à la fin de la première classe du métro parisien ? Il y a un petit zoom historique, on était après 1981, la présidence de la RATP était assurée par une personne qui s'appelait Claude Quin, un professeur d'économie de Dauphine, et membre du Parti communiste français. À l'époque, bien évidemment, l'initiative qui est arrivée sous son mandat de supprimer la première classe a été critiquée et fortement teintée d'idéologie, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un constat sans équivoque de la carence de capacité d'emport de la deuxième classe, alors que les voitures de première classe qui étaient au milieu de la rame étaient quasiment vides. Alors même si les privilégiés ou ceux qui s'offraient le confort, le luxe de voyager en première classe en payant plus cher leurs billets, finalement ça n'intéressait qu'une minorité, ce n'était intéressant que pour une minorité, une sorte d'aristocratie du transport, alors que l'objectif, la vocation d'un transport de masse, c'est d'offrir le meilleur confort au plus grand nombre. Et donc c'était sur des considérations de capacité d'emport, d'objectif social du transport, que la première classe a été supprimée. Elle a été bien critiquée, bien évidemment. Les critiques ont été d'ordre politique. Encore une fois, le vieux mythe du transport individuel en se disant, voilà, je suis presque seul dans ma voiture de première classe et on veut me faire côtoyer le peuple et la foule, etc. Donc en réalité, il s'agissait d'augmenter la capacité d'emport en mettant la voiture centrale, donc quand même un 5e sur des rames de 5 voitures ou un 6e sur les rames de 6 voitures d'offres en plus pour une classe unique qui est la deuxième classe qui s'est généralisée. Donc la raison, c'est offrir davantage de capacité d'emport, ce qui était quand même vertueux. Cette première classe, c'était une réminiscence de l'avant-guerre, enfin d'une époque qui n'avait rien à voir avec les besoins de mobilité des années 80. Et quels étaient les avantages de la première classe, à part une densité peut-être plus faible au mètre carré ? Donc c'était le premier avantage, c'est plus de confort par moins de promiscuité et aussi des sièges plus confortables puisqu'ils étaient en moleskine avec un revêtement avec des ressorts. Enfin, on n'était pas sur des sièges en bois un peu austères, un peu spartiates, mais autrement l'essentiel de l'avantage c'était la promiscuité moindre. Cet épisode bonus est désormais terminé. Donc la prochaine fois, nous reviendrons sur la grande vitesse ferroviaire en abordant ses limites et notamment la difficulté d'évaluer son bilan carbone. Je profite de cet épisode bonus pour remercier tous les auditeurs qui sont au rendez-vous à chaque épisode. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux les épisodes de Métropolitique.